Une journée d'échange et de communication a été organisée par l'Assemblée nationale française sur la situation politique actuelle en Algérie. Cet événement a été organisé par Marie-Georges Buffet, présidente du groupe parlementaire du Parti communiste français, PCF, en collaboration avec l'ONG Riposte Internationale, composée par des activistes et militants d'origine algérienne, qui sont engagés depuis de nombreuses années en faveur de promotion des droits de l'homme et de la démocratie en Algérie. Il s'agit de communiquer d'abord avec des représentants du peuple français, et à travers eux, j'espère, avec d'autres représentants. Il s'agit d'une partie de la société civile algérienne qui essaye de communiquer avec les représentants, quelques représentants du peuple français, à travers eux, d'autres peuples de l'Europe. Pour moi, c'est très important parce qu'il y a une situation qui devient de plus en plus crispée en Algérie. Durant ce colloque, de nombreux intervenants acteurs, algériens et français, sont intervenus pour aborder des différents aspects de la situation en Algérie, notamment sur le plan social et politique. Plusieurs militants et activistes algériens très engagés en faveur de l'opposition vis-à-vis du régime algérien ont été conviés à cet événement pour échanger et débattre avec des députés français. Il s'agit notamment du journaliste Aban Méziane, principal animateur du mouvement Double Rupture, de l'avocat et défenseur des droits de l'homme Salah Dabouz, du syndicaliste Rachid Malawi ou de Pierre Audin, le fils de Maurice Audin, militant emblématique de l'indépendance algérienne, assassiné en 1957 par l'armée française. Cette initiative intervient au moment où les relations entre la France et le régime algérien sont de plus en plus houleuses en raison de plusieurs différends majeurs sur des dossiers qui ralentissent la coopération bilatérale entre les deux pays. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris depuis le 2 octobre dernier. Et pour l'heure, elle ne semble pas prête de la faire revenir car le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé dimanche soir à Alger que le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris est conditionné par le respect total de l'État algérien de la part de la France. Très inquiétant, surtout sur ce qu'il peut encore faire. C'est ça qui nous inquiète aussi. Je ne reviendrai pas sur les 258 prisonniers et prisonnières politiques à ce jour, hommes, femmes, journalistes, syndicalistes, militants ou simples participants au Irak. Cela touche tout le monde et toutes les catégories sociales visiblement, évidemment sauf les castes militaires au pouvoir, mais cela va sans dire. On ne reviendra pas non plus sur la dissolution du RAJ, mais qui est aussi très inquiétante. Et en tant qu'Union syndicale solidaire, on tient à affirmer évidemment notre solidarité à nos camarades du RAJ aujourd'hui et les assurer qu'on restera vigilants et solidaires à leur côté dans les temps qui viennent. Ne pas se contenter simplement de déclarations, c'est important à nos yeux. C'est le cas de nos camarades d'Oran, Kadour Chouicha et Jamila Loukil. Jamila Loukil est une journaliste indépendante à Oran. Kadour Chouicha est un syndicaliste, il est enseignant à l'USTO, l'université d'Oran, et l'un des fondateurs du CES, le syndicat des enseignants du supérieur solidaire en Algérie, qui est membre de l'Asgata aussi. Kadour Chouicha a déjà fait 1 mois et demi de prison l'an dernier. Il a fait 1 mois et demi de prison. Le motif vague et ubuesque était celui de troubles à l'ordre public, etc. Tout ce qu'ils peuvent sortir en ce moment pour accabler les gens qui sortent et qui manifestent dans le pays. Il a fait 1 mois et demi de prison. Il a eu des difficultés à obtenir des médicaments qui sont pourtant vitaux pour lui. Je crois qu'on peut qualifier aussi ce genre de pratique, et d'autres ont connu bien pire, on le sait, dans les prisons, de pratiques de torture, de pratiques d'intimidation, de pratiques de harcèlement. Kadour Chouicha est sorti de prison, mais aujourd'hui, comme ça ne suffisait pas, le pouvoir algérien sort un appareil répressif, législatif, qu'il a remodelé, reconstruit récemment pour accuser de terrorisme toutes les personnes qu'il vise et qu'il cherche à incarcérer. Alors que quiconque observe la situation politique en Algérie sait que depuis 1962, et avec des préparatifs peut-être même avant, c'est le commandement militaire qui a pris en charge l'avenir du pays. Ce n'est pas qu'il n'ait rien fait, hein.
Je ne dis pas que c'est une république bananière qui s'est installée en Algérie, mais c'est un système qui a été militarisé dès le début et qui exerce son emprise, non pas en tenant compte des aspirations des populations, mais en tenant compte de son objectif principal, c'est-à-dire durer au pouvoir et aboutir finalement à ce que l'on a vu au cours des dernières années, un système très profondément déglingué, un système profondément corrompu. C'est une forme de chantage. L'armée est le seul rempart, bien sûr, contre l'islamisme, mais aussi pour sauver le territoire. Mais ça ne peut pas, ça reste une institution comme les autres, et elle doit retourner à sa place en tant qu'institution sous la coupe d'un président de la République. Voilà ce qui met en colère l'institution militaire. Pour la première fois, un président dit ce que généralement on dit en coulisses. Mais nous devons la solidarité internationale parce que, et sans complexe, nous avons le fils de Maurice Audin. Maurice Audin ne s'appelait pas Mohamed Ben Mohamed. Eh bien, il est algérien, il était algérien, mais il y a d'autres Maurice et d'autres Pierre qui ont donné de leur vie pour que l'Algérie vive indépendante. Et donc, il faudrait qu'on l'assume aujourd'hui. Et si on est là, c'est pas pour faire une requête, mais moi je suis contente parce que ça nous permet d'être autour de cette table de différentes sensibilités politiques. On se connaît un peu, donc ça c'est important. Merci à Riposte Internationale de pouvoir nous réunir et d'échanger. Il faudrait un peu plus. Nous relevons une répression tout azimut contre toutes les libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, par les autorités, par le pouvoir en place, pour réprimer une expression populaire qui, dès le début, le mois de février 2019, était claire et sans aucune ambiguïté, qui demande le changement radical du régime d'Alger. Un régime militaire dictatorial qu'il désigne comme ennemi dont son respect des règles élémentaires de la diplomatie, dans l'espoir de calquer des événements qui se sont passés en 1963, qui avaient permis, à l'époque, de réunir le peuple autour du pouvoir. Le pouvoir algérien, à l'heure actuelle, est quand même beaucoup plus préoccupé par la répression contre les opposants que par tout autre sujet qui serait le sien, par exemple développer le pays, l'économie. Si on regarde dans le classement de Reporters sans frontières, l'Algérie est 146e, c'est pas sur des milliers, hein, c'est sur 146e sur 180 pour la liberté de la presse. Je parlerai en tant que syndicaliste savant sur le pouvoir d'achat. Politiquement, je sais que tout le monde va parler de politique des prisonniers et tout ça, mais sur le pouvoir d'achat, vous savez, la situation économique est catastrophique. Et vous savez aussi que le FMI, l'Algérie a fait appel au FMI, et en septembre, le FMI est passé en Algérie. Et j'avais une réunion avec le FMI il y a une semaine. Donc, quand le pouvoir a appelé le FMI, donc il sait qu'il est en situation catastrophique économique. Il cherche une issue après. Bon, malgré que le pétrole est augmenté à 80, il peut sauver, le pouvoir peut être sauvé par l'augmentation du pétrole qui est à $83, mais je pense que c'est une période puisque la quantité avant de pétrole, elle a diminué à peu près à 50%. Donc on n'a pas la même quantité d'avant pour rentrer de l'argent. Là, le réserve aussi, la réserve algérienne, elle est
on n'a pas des informations exactes, mais elle est vraiment à peu près, elle arrive à zéro. À la liberté, les libertés individuelles et collectives en Algérie et la répression qui s'abat sur la population. Moi-même, je dois me rendre en Algérie et j'espère que je pourrai y aller au mois de novembre si les billets baissent un peu. Mais je vous assure que je ne suis pas du tout rassurée. Mais il faut y aller quand même, on verra bien. Et puis, je compte sur vous si jamais il m'arrive quelque chose. Donc, je voulais juste faire une parenthèse sur la nouvelle définition de Maître Debbouze a parlé on a parlé du terrorisme, des gens qui sont inculpés sur le terrorisme. Mais il faut savoir qu'il y a une définition maintenant du terrorisme qui a été pondue tout récemment par les autorités algériennes et qui donne une définition très, très large du terrorisme. N'importe qui peut être condamné pour terrorisme aujourd'hui, ne serait-ce que maintenant qu'on parle ici dans cette enceinte, on pourrait être poursuivi pour terrorisme. Et il y a eu d'autres décrets qui ont été pondus pendant que les gens étaient occupés à se battre contre le Covid, c'est encore une autre bataille. Et d'autres décrets, par exemple, le décret sur les associations qui pourraient recevoir de l'argent de l'étranger et qui nuirait à l'image de l'Algérie. Toutes ces personnes pourraient être condamnées de 5 à 7 ans de prison aujourd'hui. Je le dis en toute modestie, c'est vrai que la question de politique en Algérie, et pour les Algériens et pour les Algériennes, pour beaucoup d'élus français, elle se limite très souvent à la question du devoir mémoriel. Ce qui est déjà pas mal, me direz-vous, parce qu'il y a des élus français qui ont tendance, y compris à soit à nier, soit à mettre de côté cette question-là, et à décider de ne pas la faire vivre. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où le débat politique a tendance plutôt à instrumentaliser ces questions, à les stigmatiser ou même à être dans une posture négationniste. Vous verrez de qui je parle. Mais en tout cas, c'est vrai que en tant qu'élue et en tant que députée française, pourtant dans une circonscription où je le dis, les franco-algériens, les franco-algériennes sont nombreux et nombreuses, et bien très souvent, les débats politiques concernent l'Algérie tourne autour des questions mémorielles et très peu de la vivacité politique des militants et des militantes qui, en Algérie, combattent pour les droits des femmes, pour la démocratie, pour le pouvoir d'achat, y compris la question, et vous avez raison, la question sociale même, est très souvent gommée. En tout cas, de voir les obstacles à cela. Mais je crois que nous savons et nous avons en commun le fait que c'est une impasse stratégique. Ça, c'était la première chose. Et puis, sur droits des femmes, j'ai été aussi extrêmement attentive à la participation des femmes au mouvement démocratique. Je sais que, et je vais le dire comme ça, les femmes algériennes, en tant que femmes françaises, c'est celles qu'on regarde et qu'on admire de longue date sur les combats qu'elles mènent. Donc je suis heureuse de voir que, évidemment, ça continue actuellement, mais c'est une longue histoire de combattantes pour les droits des femmes. Voilà, je ne vais pas en dire plus, en tout cas, merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci. Mais nous sommes incapables d'assumer nous-mêmes nos propres responsabilités, nos propres actes. C'est-à-dire, nous saluons les harkis, nous saluons ceci, mais nous, la réalité de ce qu'a été le comportement de l'État français et des forces armées françaises pendant toute cette période de la guerre d'Algérie, puis ensuite, nous n'avons pas la capacité, la volonté de le regarder en face. C'est-à-dire que nous cherchons toujours, en effet, à avoir cette démarche mémorielle, mais où on regarde l'Algérie, mais on ne se regarde pas nous-mêmes. C'est vrai également, cette remarque m'a beaucoup frappée, que pendant toute une période, les forces progressistes françaises voyaient dans le gouvernement algérien un gouvernement progressiste, parce que c'était le gouvernement de l'indépendance, parce que c'était, etc. Et que nous n'avons pas été capables, les forces de gauche, les forces progressistes, à un moment de marquer notre rupture avec cette vision de l'Algérie, et à construire une démarche avec les démocrates algériens. Et voilà. Donc, cette image un peu de l'État, enfin, du gouvernement algérien comme le gouvernement de la libération, etc., nous a fait certainement fermer les yeux sur la réalité de ce gouvernement qui a été de façon très justifiée, décrite ici depuis tout à l'heure, et
nous a empêché de nouer ces liens avec les forces démocratiques et les forces politiques démocratiques. Il faut donc nous, les politiques, les hommes et les femmes qui sommes attachés à la lutte du peuple algérien, que nous soyons aussi plus aux responsabilités. Il ne faut pas simplement se tourner vers les Français, les syndicats, etc. Nous avons notre responsabilité en tant qu'élus politiques pour mener plus fortement cette action que nous le faisons aujourd'hui. Mais organisez-vous. Personne ne vous dit vous n'avez pas le droit de vous organiser. Ce que je dis, moi, c'est que ce n'est pas le Hirak en tant que tel, le soulèvement du peuple algérien à qui il faut reprocher telle ou telle insuffisance de la méthode. Ces insuffisances s'expliquent et nous devons comprendre pourquoi on n'a pas pu, dans une courte période, réduire le système politique autoritaire algérien actuellement. D'abord, comme le dit Mme Akrouf, moi je l'ai écrit à plusieurs reprises, nous ne sommes qu'au tout début de la lutte pour la démocratie. Je pense que le gouvernement français veut à la fois conserver des liens économiques, géopolitiques avec l'Algérie, comme avec le Maroc ou la Tunisie. Et pour ça, il met, je dirais, sous le drap la question des droits des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a un refus de s'engager sur cette question pour pouvoir conserver des liens économiques, politiques avec le gouvernement algérien. Alors par moments, ils attaquent le gouvernement algérien en disant que c'est un gouvernement politico-militaire, mais il n'a pas un mot sur le combat du peuple algérien pour ses droits, pour la démocratie, pour la liberté. C'est-à-dire qu'on fait semblant de se disputer, on se dispute, on monte le ton de chaque côté, on fait un petit peu de... Voilà, on n'a pas échangé les ambassadeurs, mais c'est tout juste, etc. Mais en fait, il n'y a pas de volonté du gouvernement français de défendre les droits des êtres humains, les droits de l'homme, comme on dit couramment, partout dans le monde et donc en Algérie. C'est-à-dire que le gouvernement, c'est pas de l'ingérence de lutter contre la répression. C'est pas de l'ingérence. C'est simplement dire, dans chaque pays, tout être humain a le droit, a des droits, et ces droits, il faut les respecter. C'est pas de l'ingérence, c'est le discours que doit porter tout État qui aujourd'hui siège à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies. C'est un discours universaliste. C'est pas de l'ingérence. Il faut arrêter avec cette notion d'ingérence qui est insupportable. C'est-à-dire, on va fermer les yeux, on va pas regarder ce qui se passe au niveau de la répression dans un pays voisin, au nom de la non-ingérence. Mais ça veut dire en fait qu'on bafoue ce qu'est l'esprit de la République française, liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire qu'on pense que c'est valable chez nous, mais que les autres peuples, quelque part, l'important c'est qu'on ait des rapports économiques avec leur gouvernement, le reste... voilà, donc il faut vraiment que bien sûr qu'il y ait une solidarité des sociétés civiles, algériennes, françaises, ce qui se fait déjà, pas suffisamment, mais ce qui se fait déjà. Mais il faut surtout que le débat politique en France vienne sur cette question. C'est le sens de ma question d'actualité au gouvernement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme ça, avoir une omerta sur la situation en Algérie au niveau de la France. La situation des femmes en Algérie, à la fois elles sont combattantes, parce qu'elles étaient présentes. Elles sont présentes dans le Irak, on les a vues dans la rue, on les a vues manifester. Donc elles sont... Voilà, c'est pas des femmes soumises, c'est des femmes combattantes, qui combattent elles aussi pour leurs droits. Et j'ai écouté tout à l'heure une intervenante qui disait que le fait qu'elles défendent les droits des femmes était apparu comme un objet de division par rapport au reste du mouvement. Mais non. Chaque fois que les femmes gagnent une avancée, gagnent un droit nouveau, c'est bon pour toute la société. Que les femmes aient pu faire des études, que les femmes aient pu travailler, que les femmes puissent créer. Tout ça, c'est un enrichissement de la société pour les hommes et pour les femmes. Donc le combat des femmes algériennes pour leurs propres droits, c'est-à-dire le droit à l'égalité, etc., c'est pas un combat qui divise, c'est un combat qui unit, au contraire, qui rassemble.